qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité de l'homme? On dit non, il n'y a pas d'infidélité pour les hommes. Ça passe, c'est rien. Ils peuvent faire. C'est normal. Ils peuvent, c'est leur nature. Comme on aime bien le dire, nature, résistance, c'est leur nature. La femme, ce n'est pas une éponge pour absorber le manque d'éducation, le manque de contenance de quelqu'un. Exactement. Parce que moi aussi, j'ai un cœur. Moi, ça me fait mal. Actu Lomé. Bonjour chez vous, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur ce contenu. Vous êtes toujours sur Actu Lomé et dans ce podcast, je reçois pour vous une spéciale demoiselle, une très belle jeune fille, Esli Lotier Mbelou. Aujourd'hui, nous allons la découvrir en tant qu'ambassadrice commune Grand Lomé. On va parler de son parcours et de ses actions pour la communauté. Esli, bonjour. Bonjour Faridas. Tu vas bien? Je vais bien avec toi. Très bien. D'accord. Présente-toi pour nos internautes. Alors d'abord, merci pour l'opportunité. Je suis mademoiselle Mbelou Esli Lotier, juriste en formation, activiste pour les droits des femmes et ambassadrice commune Grand Lomé. Activiste pour les droits des femmes. Ça m'intéresse. Esli, comment te décrirais-tu? En 3 mots. En 3 mots, je dirais ambitieuse, persévérante et engagée. Wife material. Et comment tes amis te décrivent? Le mot qui revient souvent. La résilience. La Sans résilience. hésiter, la résilience. En tout cas, tes concurrentes n'ont pas eu de place dans la compétition. Et qu'est-ce qui a déclenché le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu participer à la compétition? Pour la petite histoire, j'ai d'abord vu l'annonce sur LinkedIn. Quand j'ai vu l'annonce, on a dit fin parcours licence, il faut rédiger un CV. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça c'est trop de protocole. Je vais laisser ça pour les autres. Après, il y a également une aînée qui m'a envoyé la fiche. J'ai vu, je me suis dit, mais je n'ai rien à perdre, pourquoi ne pas me lancer? Je me suis dit, bon, j'y allais juste parce qu'il faut y aller. Je me suis dit, bon, qui ne tente rien à rien. Donc j'ai postulé, mais d'abord, quelque part, c'était également pour découvrir d'autres choses, d'aller vers de nouvelles expériences, de faire de nouvelles connaissances et apprendre également de nouvelles choses. Donc après, bon. The gone has gone. Est-ce que tu nous fais un petit résumé de comment ça s'est passé, le début, le milieu et surtout la fin qui était délicieuse? D'accord. Bon, après la phase d'inscription en ligne, il y a eu une phase de présélection. Donc c'était au beau milieu de la nuit quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'on était dans un groupe. J'ai dit donc ça a donné quelque chose. On évolue. On verra comment la suite va se passer. Donc après ça, il y a eu des phases de formation pour un peu nous familiariser avec les notions de décentralisation et tout. Maintenant, après ça est venu le casting. Et c'était une phase assez rude parce qu'il fallait réfléchir très rapidement à une idée de projet, à sa phase de créativité et tout. Donc c'était dans un délai très restreint. Donc il fallait très rapidement réfléchir. En tout cas, c'était juste les meilleurs. Voilà. Et donc, dans cette période-là, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais plusieurs projets en tête, je ne savais pas lequel laisser, lequel choisir. Et donc, la phase de casting s'est déroulée. On a eu une phase de présentation de soi, une phase de créativité qui devait être en lien avec le thème. Je rappelle, le thème était accessibilité des actes d'état civil, rôle et responsabilité des acteurs. Donc, à part la phase de créativité, il y a également la phase de présentation de projet. Tout ça qui était chronométré. Donc, il ne fallait pas déborder, il ne fallait pas trop parler également pour ennuyer le jury. Donc, après ça, on a retenu une candidate par commune. Là-bas encore, ça marche. J'ai dit, et ce fut toi. Donc, ça marche. Donc, on va voir comment la suite va se dérouler. Et donc, de la période du casting, maintenant, il fallait agencer les choses, il fallait arranger ce qu'on avait eu à déjà faire. Et pour la phase de créativité, moi, j'avais eu à faire un slam. À la finale également, c'était un slam qui portait également sur une fille qui réclame sa carte d'identité. D'accord. Et donc, à part ça, il y avait également la phase de présentation de soi. Donc là-bas, il fallait un peu se vendre, en quelque sorte, si je peux le dire ainsi. Que tu as le best product. Voilà, il fallait un peu se vendre, dire que, bon, ça c'est moi, je fais ci, je fais ça. Et la partie la plus intéressante, la présentation de projet, où il fallait tenir devant un public, sans son support, dire maintenant ce que tu as à dire. Les choses des grands, se comporter comme une présidente. Donc maintenant, lorsque tu es devant le lutrin, tu te dis, bon, c'est toi, quoi. Ça n'a qu'à aller, ça n'a qu'à laisser. Voilà, donc c'était une partie également
que j'ai pu beaucoup de plaisir à faire. Et c'était très intéressant dans la mesure où tu sais que tu dis un truc qui te tient à cœur et tu te dis que dans la foulée, il y a 2 ou 3 personnes qui vont comprendre quelque chose, c'est que ça te va, quoi. Qui vont forcément Voilà. être conscientisés. Donc, à part la présentation de projet, c'était tout. Maintenant, il fallait patienter dans les coulisses pour voir. C'était quoi le sentiment dans les coulisses? Ça t'a fait comment? Tu respirais ou c'est la respiration qui était en toi? En vrai, quand je dis aux gens que je n'étais pas stressée, j'étais assez relax, je me disais, bon, si c'est moi, ok, si c'est pas moi, ok. Parce que d'abord, quand moi je suis allée, ce n'est pas le titre, c'est peut-être pas à cause du titre que moi j'y allais, ni à cause des cadeaux, mais moi je me disais, si j'y vais, c'est que j'ai évolué dans ma vie. J'ai posé un pas. Et là, je peux dire que, ah oui, tu as essayé. J'ai participé voilà. à la compétition. Donc moi, en vrai, dans la période d'attente des résultats, bon, quoi. Tu étais là pour être là. Bon, dire que j'étais stressée. Comment ça fait quoi? Ah, c'était chose agréable. Hein? Non, non, pas du tout. Okay. Mais c'était agréable de voir maman, les frères, les sœurs, les amis, tout ça. Ça donne un sentiment de fierté. Tu te dis, ah, mais je ne suis pas fière que de moi, mais également fière d'avoir accompli quelque chose pour les autres également. Donc, c'était une très belle expérience que je revivrai. Après, la phase cadeau. La phase voyage. C'est la partie qui vous intéresse. Ouais, c'est la partie qui nous intéresse. Oh, la phase cadeau, il y a eu plein de trucs. Mais bon, je vais citer les phares, notamment une moto que j'ai eue. Également, un billet d'avion qui m'a fait un séjour pour Abidjan. Combien de jours? 1 semaine. C'était doux, hein? Je le sens. T'as pas eu mon visage bien. Ça se voit. C'était bien. C'était bien le séjour, c'était bien parce que tu sors un peu, tu découvres comment ça se passe dans d'autres pays, comment eux aussi fonctionnent, tu tisses également de nouvelles relations, c'est toujours agréable. Également, tu manges un carré aussi. Tu goûtes à tu manges vrai garba. Fallait commencer par le mangement. Oui, mais parmi dans tout ça, ton titre, tes études, le mandat d'ambassadrice, ta passion en tant qu'activiste pour le droit des femmes, comment tu arrives à t'amuser? C'est quoi ton passe-temps et à quel moment en fait tu t'amuses dans tout ça? Je m'amuse quand je réalise ou bien quand j'exerce mes domaines d'activité. C'est tout. Oui. Ah, tu es mature, hein? Ah, ça dépend de ce que tu mets dans mature. Ça dépend. Qu'est-ce que toi tu mets dans mature? Moi, mais je sais pas. Je sais pas même. Gardez ça comme ça. Il y a quelle femme togolaise, quelle femme leader togolaise qui t'inspire particulièrement? D'accord. Particulièrement, c'est Christelle Poukanam. Je te fais un coucou, Christelle. Christelle Poukanam, c'est une dame que j'ai rencontrée sur les réseaux. J'ai vu qu'elle est également investie dans la cause des femmes. Je me suis dit, mais Christelle, ok. Je l'ai rencontrée quand j'avais 18 ans. Je lui ai laissé un message sur Insta. Je lui ai dit, ah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et sans hésiter, elle m'a donné son contact WhatsApp. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Elle a eu à faire une rencontre avec moi. Elle m'a parlé, elle m'a dit, oui, tu as du potentiel, pourquoi tu ne te lances pas? En fait, elle a cette manie, cette facilité de vous insuffler au moins la piqûre de conscience pour vous dire que oui, vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc, tout est parti quelque part avec Christelle. Docteur Conscience. Voilà, qui est également ma coachée en prise de parole en public et également qui continue de me coacher, notamment lorsque je devais passer le concours. Mon speech, je me suis entraînée avec Christelle. En ligne, elle était toujours là. Je lui envoie, elle dit non, corrige. À un moment donné, je dis en parenthèse, t'as corrigé combien de fois? T'as corrigé combien de fois le test? Plusieurs fois. Je ne sais même plus combien de fois j'ai eu à corriger. Et t'as répété combien de fois? Plusieurs fois. Ah, c'est chaud, hein? Donc, sans hésiter, je dirais Christelle Poukanam. Et à l'international, il y a quelle femme qui t'inspire particulièrement? Nabou Fall est sénégalaise. Je l'ai rencontrée le 8 mars lorsqu'elle avait fait une rencontre à 2 février. J'étais allée, elle parlait en fait. Quand tu vois ces grandes dames parler à nous, les jeunes filles, nous dire que oui, nous sommes capables de faire de grandes choses, automatiquement, le nom de ces femmes-là, ça reste dans ta tête. Et tu te vois en Voilà. Il y a à part Nabou Fall, il y a également Emma Watson qui est militante à ONU Femmes, que j'admire également. Elle milite pour les droits des femmes. Elle n'hésite pas à faire, à apporter une précision quand on parle d'égalité genre. On ne parle pas d'une égalité physique. Donc, j'apprécie également tout ce qu'elle fait. C'est tout. C'est pas une longue liste, hein? Non. Ah,
Pardonnez-nous. Avec ce titre d'ambassadrice comme une Krolomé, tu as, bon, disons, 2 dauphines. Tu as des dauphines aussi qui t'accompagnent. Adjoints. Bah, ok. Dans votre jargon, on dit adjoints. Donc, tu as 2 adjoints. Comment se passe la collaboration avec tes adjoints? Ça va. Je dirais qu'on s'entend bien. Il n'y a pas de prise de tête inutile. On collabore assez bien. Ça se passe Vous avez bien. déjà travaillé sur quoi? Sur quel projet? Ça s'est passé comment? Sur le projet à venir, notamment l'événement des salons d'actes d'état civil, on a eu à faire ensemble, à réfléchir ensemble sur le projet. Et donc, j'ai beaucoup aimé leur participation, leur investissement également pour apporter des idées, pour m'aider également dans la saisie et tout. Donc, c'était fantastique. Du concours en septembre à ce jour, en tant qu'ambassadrice, qu'est-ce que tu as découvert en toi? Quelle autre phase de Esli tu as découvert? Ou, si ce n'est pas forcément dans Esli, dans ta société ou autour de toi, parmi tes amis, ou même pendant ce mandat, les activités que vous avez menées, qu'est-ce qui t'a positivement marqué ou négativement marqué? Ou mieux, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Ce que j'ai appris de nouveau, c'est que, en vrai, nous sommes notre propre obstacle. Une fois que vous décidez de poser le pas, vous êtes comme une fusée, quoi. On ne vous arrête plus. Vous avez cette capacité-là d'aller loin et très loin. Voilà, donc depuis septembre, je me suis découvert cette manie de réfléchir autrement. Parce que également, tu vois les réalités qui s'offrent à toi, tu te dis, mais donc il y a ça, et ça régénère un peu ta manière de penser. Donc, c'est ça, côté négatif. Quand on me demande côté négatif, souvent, attends, il chercher. Faut chercher. Est-ce que je vais trouver? Ah, ok. Le côté négatif, c'est un peu épuisant, j'avoue, de gérer toutes ces responsabilités. Voilà, de gérer école, ses projets personnels. C'est épuisant, mais bon, c'est toujours un plaisir. Hein. Si c'était à refaire, on le refera 1000 fois. Côté positif. Côté positif. Non, souvenir le plus positif. Souvenir le plus positif. C'est Abidjan. Le souvenir le plus positif. Loin des souvenirs les plus positifs, il y a Abidjan, oui, certes, mais l'autre souvenir positif, c'est lorsque j'étais allée dans ma mairie, parce que moi, je suis une ressortissante de la commune d'Aguenivé 1. Okay. Et là, il y avait le conseil municipal qui m'avait reçu. Et là, me tenir devant ces gens, leur dire que, si votre enfant est parti amener les chats pour vous. C'était une fierté. Voilà. C'était une sensation qu'on ne peut pas décrire. Comme le dirait quelqu'un, c'était l'émotion. Voilà, c'était l'émotion. Donc, c'était un souvenir particulièrement positif que je garde très chaleureusement. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le Grand Lomé? Bon, dans le Grand Lomé seulement. 5 points, si tu veux. Non, juste un, ça me suffit. Donc si j'avais une baguette magique de changer les choses, ce serait la mentalité des gens concernant les abus. Parce que c'est un peu triste de voir que en ce 21e siècle, il y a des gens qui pensent que lorsqu'il y a telle femme qui se fait taper, telle femme qui se fait violer, c'est qu'elle a forcément cherché. Même des femmes qui sont violées dans leur mariage. Oui, merci de le dire. Pas comme viol. Ah, mais il y a viol dans le mariage, il faut le dire. Donc, ça, comme ça, moi, je me dis, c'est des mentalités. Si on arrive à changer les mentalités, vraiment, on ferait un pas en avant. Hein. Et puis également, quand je dis ça, je ne sais pas uniquement que dans le sens des femmes, dans le sens également des hommes, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a les hommes également qui sont victimes d'abus, d'abus physiques, psychologiques. Mais certes, les femmes n'arrivent pas à en parler, mais pour les hommes, je ne dirais pas que c'est pire, mais également c'est présent chez eux. Parce que quand un homme va se lever pour dire que j'ai été victime d'abus, on dit, on rit. Oui, on en rit. On se dit, mais toi, un homme, elle a pu te dominer. À quel moment tu nous racontes ça? Pourtant, ça existe. On se dit que forcément, à un moment, tu as pris ton pied. Mais moi, je me dis, non, mais ce sont des êtres humains. Il ne faudrait pas donner trop de charges également sur les épaules. Ce sont des humains, faire de chair. Je ne sais pas si eux, ils ont des câbles dans leur organisme. C'est de l'électricité, soit c'est sur essence. Donc, je dirais que ce sont les mentalités qu'il faut changer. Quand on parle de changer les mentalités, j'ai envie de te poser une question. C'était même pas dans le questionnaire. Mais j'ai suivi une vidéo la dernière fois sur TikTok où le monsieur il disait « Ah mais non, la tromperie, l'infidélité, c'est pas au moment où tu te fais un coup du soir. » Et il a précisé vite fait, avec une gonzesse. Non,
C'est à partir du moment où tu gardes le contact et que tu lui écris après. Donc, comment on qualifie alors cette partie-là? C'était entraînement. Et il y a sa femme, ils étaient en podcast, et il y a sa femme qui lui répondait, mais écoute, si moi je fais pareil, même le simple fait de chatter, tu me dis oui que moi je t'ai déjà trompé. Et donc le monsieur lui disait, mais non, la femme c'est différent. Esli, si tu étais là, qu'est-ce que tu aurais dit? Comment toi tu vois tout ça? Est-ce que je préférerais m'abstenir parce que quand je vais vouloir parler, peut-être que je vais déborder. Parce que moi, je me dis, l'infidélité, que ce soit du côté de la femme que du côté de l'homme, c'est pareil. Il ne faudrait pas catégoriser, c'est dire que non, il y a mettre un degré de gravité. C'est dire que non, pour l'homme, c'est moins grave, c'est normal. Pour la femme, oh là là, ça pique les yeux, ça pique les oreilles. Ça passe pas du tout. Voilà. J'ai eu également à voir une vidéo sur les réseaux, on demandait aux femmes, c'était que les femmes, pour dire qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité de l'homme. On dit non, il n'y a pas d'infidélité pour les hommes. Ça passe, c'est rien. Ils peuvent faire. C'est normal. Ils peuvent, c'est leur nature. Comme on aime bien le dire, nature, résistance, c'est leur nature. Mais et on demande, et la femme alors? Fallait voir, c'est là le bas blesse. Que non. C'est pas possible. Peu importe ce que tu vis dans ton foyer, tu es là-bas. C'est comme si tu étais la seule à avoir signé honneur et fidélité. C'est un peu comme si définir soumission pour la femme, c'est définir, tu acceptes en fait qu'il te trompe, qu'il te manque de respect, qu'il te frappe et tout ce qui va avec. Ouais, normal. Tu as tout dit. Et moi, je dis que la femme, ce n'est pas une éponge pour absorber le manque d'éducation, le manque de contenance de quelqu'un. Exactement. Parce que moi aussi, j'ai un cœur. Moi, ça me fait mal. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Selon toi, qu'est-ce qui emmène, qu'est-ce qui, dans un mariage, peut nous faire nous retrouver face à la situation d'infidélité ou de tromperie? Je dirais qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'infidélité, c'est un choix. Certains disent que c'est une erreur. Dans quel sens erreur? Bon. Mais moi, je dirais que c'est un choix. On choisit de tromper. Et si tu sens qu'avec la personne avec qui tu es, c'est plus trop ça, bon, pas. Ce que vous avez lié, vous pouvez délier ou bien. Pourquoi vous allez rester dans le mariage si vous voulez vous tromper? Donc, moi, je me dis, c'est un choix, que ce soit du côté de l'homme, de la femme. Même niveau, quoi, pas un qui est gras plus que l'autre. En tout cas, te voir, ça te fait mal. Hein. Je suis pas du tout d'accord. Pas lieu d'injustice. Quand on parle d'égalité, c'est aussi ça. C'est pas forcément être égal, avoir les 9 côtes comme les hommes. C'est pas forcément devoir prendre les charges de la maison comme les hommes, mais c'est de nous donner également les mêmes chances que ces hommes-là. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Si tu voulais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Il n'y a pas de réponse à ça. Tu veux pas avoir de super pouvoir. Tu veux pas lire dans les pensées? Non. Tu veux pas voir l'avenir? Non plus. Tu peux pas formater les mémoires? Non, effrayant tout ça. Tu peux pas te téléporter? Non. Téléporter, oui. Oui, je pourrais aller dans mes pays de rêve là. Oui, ça oui. C'est quoi ton pays de rêve? Est-ce que j'en ai un particulièrement? Il y en a plusieurs, les Maldives, tout ça là. T'as juste envie de faire le tour du monde. Quand tu vois Bestie, tu sais. Quand je vois ma future Bestie, je sais. Alors, revenons sur ton projet, les salons des actes d'état civil. C'est le projet phare d'ailleurs. Comment est née l'idée? C'est parti d'où? Et pourquoi c'est aussi important pour toi? Moi, je te dirais, j'ai déjà compris d'après notre discussion, mais nos internautes, dis-leur, pourquoi c'est aussi important pour toi? Et l'idée est venue d'où? Ok. C'est quoi concrètement le projet déjà? D'accord. Bon, comme je l'avais dit auparavant, le salon d'actes d'état civil, ce n'est pas que mon projet, mais également c'est le projet de mes adjointes. Mais mon projet particulièrement, c'est un projet qui porte sur la sensibilisation des droits, la sensibilisation des droits des femmes partout. Sensibilisation sur l'importance de l'acte de mariage. Et comme je l'ai dit, vu que je suis activiste, je me suis dit, mais bon, ça un peu, c'est vrai que ça, c'est un peu désavantageux pour les hommes, mais la plupart du temps, c'est pour les femmes que c'est un peu... un peu plus triste, délicat, voilà, un peu plus délicat. Donc, je me suis dit, pourquoi, en tant que digne activiste, ce projet également, ça va dans le sens, non seulement de tes ambitions personnelles. Donc, je disais que c'est parti d'un constat où on s'arrête qu'à la dot, on ne va pas jusqu'à devant monsieur le maire pour officialiser les choses. Je me dis que quelque part, si ces gens-là ne font pas ce pas, c'est parce qu'ils ne savent pas l'importance. Je dis, bon, à quoi bon y aller? C'est quoi l'importance? L'importance, c'est que lorsque vous êtes marié, vous organisez l'organisation de vos biens. Parce que c'est juste ça, hein. Le mariage, c'est d'abord vos biens que vous organisez. D'où nous avons plusieurs régimes matrimoniaux. Vous avez la séparation, vous avez la communauté.
Donc, je me dis, quelque part, si les gens ne sautent pas le pas, c'est qu'ils ne savent pas. Bon, donc pourquoi ne pas les sensibiliser sur l'importance de cet acte-là pour qu'il n'y ait plus des pleurs et des sanglots? Beaucoup là-bas dehors n'ont pas envie de passer ce cap, d'aller jusqu'à l'histoire de mairie, légale, communauté, séparation. Parce qu'ils se disent 80%, c'est désavantageux pour les hommes. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est désavantageux pour les hommes? Ou est-ce que tu penses que tous les deux parties quand même, c'est avantageux pour les deux? Se marier n'est jamais désavantageux. Moi, je dirais que ce qui donne le caractère de désavantageux, c'est un peu les mentalités, les idées, les préjugés, les stéréotypes. Parce qu'on se dit que, bon, tu t'en vas dans le mariage, c'est pour un peu te mettre je sais pas, te mettre dans une prison comme ça, quoi. Donc, se dire que c'est désavantageux pour les hommes, c'est peut-être pour se dire que, bon, tu seras plus libre de faire ce que tu veux. Tu as signé, par exemple, monogamie, tu ne pourras plus aller voir ailleurs. Dans le mariage, vous avez un devoir de fidélité. Les monogamies polygames. Vous avez un devoir de fidélité. Et lorsque tu faillis à ce devoir-là, c'est sanctionné. Donc, désavantageux, non. C'est plutôt les mentalités qui donnent ce caractère-là au mariage. Sinon, en réalité, le mariage n'est jamais désavantageux. Mais tu es au courant quand même que là, on est au Togo. Oui. J'ai pas envie de dire on est en Afrique. Donc, je vais dire là, on est au Togo. Et que la belle famille, pardonnez-nous, mais la belle famille que toi et moi on connaît, je vais pas donner, n'est pas souvent d'accord avec l'histoire de aller à la mairie juste pour signer monogamie là. Et surtout, pour faire communauté de biens. Bon, tout est dans une question de communication. Hein. Parce que pourquoi les gens sont réticents à l'idée? C'est nous, on te pose la question. Oui, c'est de là que tout part. Les gens sont réticents par rapport à la monogamie parce que, comme je le disais, ils se disent qu'ils se mettent dans... surtout la communauté de biens. Oui, là, d'abord, monogamie, c'est que ces personnes se mettent dans une case, ils ne peuvent plus franchir, le Rubicon, tout ça. Maintenant, communauté de biens, on se dit, bon, mais c'est vrai de sensibiliser les gens sur l'importance des régimes matrimoniaux parce que les gens ne comprennent pas, ils se mettent dans un truc qui sert leur coup après. C'est vrai, communauté de biens, c'est un régime délicat parce que ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à nous est à moi aussi. Donc, c'est vrai que tout est un peu fondu dans la communauté de biens, ce que fait que les gens disent que, bon, c'est à supposer que, par exemple, l'autre partie ou bien l'autre partenaire ne fait pas grand-chose. C'est comme si tu travailles pour l'autre. Parce qu'à la fin, à la dissolution du mariage, c'est 50-50. Hein. Exactement. Même contre, si c'est toi qui as beaucoup travaillé. Voilà. Donc, par contre, séparation, c'est que c'est... Chacun garde son Chacun est indépendant quant à son patrimoine et tout. Mais donc, je me dis, il faut beaucoup parler aux gens sur il y a quoi, il y a quelle implication dans, par exemple, communauté, il y a quelle implication lorsque je signe séparation. Comme ça va éviter les prises de tête après. Nanana. J'ai envie de te poser une question. C'est pas dans le questionnaire. Ben, c'est trop passionnant de discuter avec toi. Comment tu définirais le mariage? Le mariage, pour ne pas rentrer dans une définition pleine de passion, je dirais que le mariage, c'est lorsque deux personnes consentent à mettre leurs biens ensemble d'abord, consentent à faire ménage ensemble, à se supporter d'ailleurs, et ça jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pas facile, hein. Le mariage, c'est un acte très grave. Bon. Avant d'aller à l'étape mariage, qu'est-ce que selon toi, une femme apporte dans une relation? Copinage. Cette affaire de qu'est-ce que tu apportes. Réponds pour me consoler. Ça, cette affaire de qu'est-ce que tu apportes, ça dépend. Ça dépend. Moi, je me dis, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes deux humains en interaction. Donc, c'est un peu comme tu as un confident. Donc, je vois les gens dire qu'à part le sexe, qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans comment dirais-je, dans la relation, comme s'il n'y avait que ça. Mais à part ça, je peux être un soutien. Je peux être un soutien financier. Un soutien financier comme émotionnel. Et également apporter les idées. Parce que je ne sais pas ce que les gens comprennent dans l'affaire de copinage, mariage, mais c'est pas que. Non, c'est que les gens comprennent ma affaire de copinage, mais est expliqué. Vous allez vous fâcher peut-être, mais prenez-moi comme votre petite soeur. La définition de relation, en tout cas, dans notre Lomé où la moi est devenue escroquerie là, c'est sexe égale argent. Genre, c'est ça, ils ont compris. Alors qu'après, moi, je pense quand même que toutes les relations humaines sont basées d'abord sur un intérêt. Le simple fait de te dire tu es belle, ouais, c'est un intérêt. Forcément. Le simple fait de m'approcher, c'est
parce que tu y as intérêt. Oui. Ça fait plaisir à ton âme. Mais en fait, après, à quel moment on vient te poser la question? Tu m'apportes quoi? Déjà, je sais pas, cette question peut intervenir lorsque la personne se dit que non, ce que je vois ailleurs, c'est pas ce que je vois ici. Ok. Parce que forcément, les gens aiment toujours comparer. Ce que je vois ailleurs, c'est pas ce que je vois ici. Donc, toi, tu m'apportes quoi exactement? Et À c'est part là. le sexe. Mhm. Et donc, moi, je le dis, ça dépend de la conception de chacun par rapport aux relations. Donc, vous êtes ensemble, c'est également pour construire quelque chose. Hein. De mon côté, j'ai mes projets personnels. Tu peux me donner des idées sur comment je peux faire. Moi également, de mon côté, je peux. C'est un peu comme une collaboration. Mhm. Donc, ça dépend. Comprenez? C'est pour ça que je dis que ça dépend de la définition que chacun met sur sa relation. Si tu avais une amie, une sœur, ou bon, disons même une sœur de 15 ans, qui venait vers Esli pour un conseil. Un conseil, mon premier conseil que je donne toujours, c'est d'oser. Parce que tout est dans l'audace. D'oser aller vers l'inconnu. Et je le dis en même temps que c'est vrai que l'inconnu, c'est effrayant, c'est terrifiant, c'est horrible. Vaut mieux mettre les points sur les i. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine lorsque, après avoir franchi un peu le Rubicon qui était en toi et tes peurs, tu vas vers l'autre côté. Tu vois que, mais j'avais tout ça, puis j'étais dans mon coin, pourquoi? Et maintenant, à part oser, s'approcher des bonnes personnes qui peuvent vous booster, vous encourager, vous dire que vous êtes capable de le faire. Parce qu'on va se dire la vérité, il y a des gens dans votre entourage, lorsque vous les approchez pour leur dire que j'ai un tel projet, c'est fini. Ils vont vous montrer par A plus Z que vous êtes incompétent, vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous êtes... En tout cas, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Les personnes qui confirment vos peurs. Voilà, des personnes comme ça. Donc moi, je me dis, ce sont des personnes à éviter. Si vous avez envie quand même d'être une grande personne, c'est d'éviter ce genre de personnes et de s'approcher des gens que vous admirez, que vous trouvez que ces personnes peuvent vous donner de bons conseils. L'entourage également est très important et ça joue très beaucoup, ça touche beaucoup. Il n'y a pas d'autres conseils, comme soyez patient. Ah oui. Ah, il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi prendre, quoi laisser. C'est vrai, d'être beaucoup patient envers soi-même d'abord, de ne pas être trop dur envers soi-même. Parce que c'est vrai qu'au début, lorsque vous allez essayer, vous allez tomber 1000 fois, 1001 fois. Et ce qui est bien, c'est que vous allez toujours vous relever. Parce que malgré les cicatrices, malgré les coups durs, ayez toujours cette soif d'aller toujours vers de l'avant. Parce que c'est pour ça que je dis d'accrocher toujours sa vie à un objectif. Parce que lorsque vous avez un objectif de vie, même quand vous êtes au plus bas que terre, quand vous êtes couché, vous vous rappelez de cet objectif, de cette flamme-là qui est en toi. Tu vas envie de pleurer, tu vas nettoyer, tu vas fatiguer. Tu peux pas dormir. Si tu pleures, tu vas pleurer. Hein? Mais quand tu finis, tu prends le papier mouchoir, tu nettoies, tu t'en vas. Tu continues. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un objectif, une vision auquel vous vous identifiez. C'est ça qui va vous aider lorsque vous aurez envie d'abandonner. Lorsque vous aurez envie d'abandonner, vous allez toujours vous rappeler de cette vision-là. Ah, si j'abandonne, tant. Par exemple, moi, quand j'ai des baisses de motivation, je suis couchée, moi, je dis, oh, je suis fatiguée. Je me dis, ah, mais si tu es fatiguée, je me parle, je me dis, ah, si tu es fatiguée, les femmes, tu vois, les femmes sont là-bas, comme ça. Tu vois les situations, comment est-ce que tu vas les aider? Tu ne sais même pas où est-ce que l'énergie vient, tu te lèves encore, tu fais. Donc, attachez votre vie à une vision claire. Soyez patient envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec moi pour vous dire que non, au premier essai, ça doit être bon, zéro faute, zéro tâche. Certes, on a toujours envie de bien faire, mais Faut doser. Voilà. Parlons de vision. Esli Lothier, le nom de famille. Belleuf. Ok. C'est soutenu. Tu te vois où dans 5 ans? Professionnellement comme personnellement? Professionnellement et personnellement, je me vois passer le barreau parce que j'ai pour ambition professionnelle d'être avocate. J'ai mon avocate officiellement. Je ne paye pas. Et à part ça, je me vois également dans ONU parce que l'un de mes rêves phares, c'est d'intégrer l'Organisation internationale des Nations Unies, ONU Femmes, pour plus avoir une marge, bien une latitude pour œuvrer pour les droits des femmes. Il faut changer le monde dans lequel nous sommes là. Le monde dans lequel les femmes pensent que non, elles n'ont pas ce droit-là de venir dire haut et fort toutes les souffrances, toutes les atrocités qu'elles vivent dans leur mariage. Un mot de fin, Esli, pour nos abonnés, pour les gens qui ont pris le plaisir de t'écouter. Un mot de fin, un paragraphe de fin.
Un mot de fin. Un paragraphe de fin. Merci pour la rectification. Donc, bon, comme paragraphe de fin, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part, d'abord, pour les gens qui hésitent à aller vers Monsieur le maire, officialisez vos relations, c'est important. Faites les actes de naissance à vos enfants quand ils naissent, c'est toujours important également. Et l'acte de décès également, qui est souvent négligé, est également important à faire. Et pour les jeunes filles, parce que je ne peux pas partir sans adresser un mot aux jeunes filles. Pour les jeunes filles, ne laissez personne. Tu peux parler en éveil si tu veux. Hein. Faut toucher leur cœur. Voilà, je vais me blesser un peu. Mais vous voyez, fais ça après. Fais ça après. On y va. Donc, pour les jeunes filles, je dirais que ne laissez personne vous faire sentir ou faire croire que vous êtes le maillon faible de la société. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses et tout n'est que dans l'audace. Osez aller vers l'inconnu. Na mêlé les boys matéo ming passe. Milatéo fois 1000 temps. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que je ne suis pas blessée. Non, tu t'es pas blessée. D'accord. Merci Esli. Merci à vous chers internautes d'avoir suivi ce podcast. Depuis ton plaisir. C'était tellement passionnant de discuter avec Esli Lotier, avec un nom de famille soutenu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Lâchez-vous dans les commentaires, partagez cette vidéo, partagez surtout les parties là où elle a précisé à quel point c'est important de faire l'acte de naissance de votre enfant. En parenthèse, moi on a raté le bilan là sur mon acte de naissance. Actu Lomé.